Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce briefing de rentrée, le 225e. Donc, c'est bien sûr l'occasion pour moi, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie, de vous souhaiter à tous une excellente année 2025, en espérant qu'elle nous amènera la paix, et quelques signes intéressants au Proche-Orient, Moyen-Orient, avec un cessez-le-feu. Donc, on espère que ça inspirera d'autres secteurs géographiques, le nôtre en particulier, pour amener un peu plus de paix dans ce monde. Alors, il ne s'est pas passé extraordinairement beaucoup de choses pendant nos 3 semaines d'absence. Comme vous savez, cette période en Russie est une longue période un peu creuse et vide, où tout le monde se repose, boit beaucoup, mange beaucoup. Les stocks de mayonnaise ont certainement beaucoup baissé et il s'agit de les reconstituer maintenant. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, c'est Igor qui va entamer ce briefing, nous parler un peu de l'international. Il y a pas mal de choses. Je crois qu'il y a un voyage intéressant au Vietnam dont tu vas nous parler, beaucoup de choses diverses. Et ensuite, Arnaud reprendra c'est comme ça. Je crois que notre directeur général préféré souhaite présenter ses vœux également. Absolument, ravi de te retrouver mon cher Igor. Tu es frais et dispo, on dirait l'un peu des petits elfes entourant le Père et la Mère Noël. Soyons wokistes au moins à titre de d'humour. Et puis dans l'attente de la prise de fonction du nouveau président américain, accordons nos violons à cet air du temps qui, comme l'a justement dit Gilles, je l'espère, sera plus carillonnant pour nous. Eh bien, c'est à toi, Igor. Merci, bonjour à tous. Je souhaite aussi une très bonne année 2025 à tous nos auditeurs. Alors, effectivement, comme l'a dit le président, il s'est pas passé grand-chose, tout du moins sur le front diplomatique pendant la période des fêtes, en attendant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Alors, justement, Donald Trump répète depuis quelques jours qu'il est disposé à rencontrer Vladimir Poutine. Dès que possible. Son conseiller à la sécurité nationale, M. Waltz, fait plusieurs déclarations en ce sens ces derniers jours à la télé américaine, en expliquant notamment qu'il y aura un contact téléphonique préalable, visiblement assez rapidement après l'investiture du président américain. Donc, du côté des États-Unis, des signaux, enfin de la future administration Trump, des signaux, je dirais, d'ouverture dans le sens d'un contact direct avec les autorités russes et avec Vladimir Poutine. Côté russe, en revanche, beaucoup plus de prudence. Il n'y a pas autant de communication sur ce qui pourrait se passer, les contacts qu'il pourrait y avoir, sous quelle forme. On en parle beaucoup moins. Ce qui est certain, c'est que dès que les Américains ont fait savoir qu'il pourrait y avoir une rencontre entre les deux chefs d'État, eh bien, un certain nombre de pays spontanément ont proposé d'accueillir cette rencontre. La Suisse, par exemple, qui rapidement s'est dite disponible pour accueillir la rencontre hypothétique entre Trump et Poutine. Alors, on se souvient que Joe Biden et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés à Genève en juin 2021, donc avant l'éclatement de l'opération spéciale. Quant à Donald Trump et Vladimir Poutine, ils s'étaient rencontrés, alors pour rappel, en tête-à-tête à Helsinki en juillet 2018, puis là aussi en tête-à-tête, mais en marge du G20 de Osaka, en juin 2019. Alors, mis à part la Suisse, eh bien, il y a aussi la Serbie qui s'est fait savoir qu'elle serait prête à accueillir ces pourparlers, le Kazakhstan aussi, qui a fait savoir qu'il était disposé à accueillir la rencontre entre les deux hommes. L'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Kate Kellogg, donc était censé réaliser une tournée à Kiev et dans des capitales européennes. Alors je dis était censé parce que le déplacement à Kiev a été repoussé. En revanche, il est bienvenu en Europe il y a quelques jours, hein. Il était notamment à Paris, manifestement, une visite assez discrète. Mais on voit qu'en coulisses, il y a déjà des choses qui se passent. Il y a un article du Télégraphe aujourd'hui, donc dans la presse britannique, qui fait mention de pourparlers discrets entre Londres et Paris pour le déploiement d'une éventuelle force dite de maintien de la paix, avec des soldats français et britanniques. C'est que le président français continue de promouvoir cette idée de déploiement de troupes en Ukraine. Alors à l'origine, on se souvient, en mai-juin dernier, c'était les troupes françaises dans l'éventualité d'une rupture du front
qui est donc le président français a expliqué que ses troupes auraient vocation à aller dans la région d'Odessa, notamment. Bon, ceci a été mis ensuite sous le tapis. Il y a eu des choses qui se sont passées en France, la dissolution, les événements sportifs, etc. Et maintenant, toujours sur le même registre, mais un petit peu différemment quand même, l'idée, c'est que promouvoir le président français, eh bien, c'est de déployer des troupes de maintien de la paix une fois que un cessez-le-feu aura été conclu, ce qui est différent de la formule imaginée auparavant. Alors, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de pays candidats hein, pour fournir les troupes. Les Polonais ont fait savoir qu'ils n'étaient pas preneurs. Pour l'instant, les Allemands ont fait savoir qu'ils étaient partants, mais si les Russes acceptaient le déploiement de ces troupes, c'est ce qu'a évoqué M. Merz, hein, donc un des challengers de M. Scholz pour pour l'élection du 23 février, donc voilà, pas beaucoup de candidats pour fournir ces éventuelles troupes, et on cherche encore la formule, évidemment, et tout ceci dans l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui reste très hypothétique. Pour l'instant, donc, on en est là sur l'aspect, je dirais, diplomatique ukrainien. Deuxième information dans cette rubrique diplomatie, effectivement, comme tu l'as indiqué, Gilles, c'est la visite du Premier ministre russe, M. Mishustin, au Vietnam, et où il s'est rendu le 14 janvier dernier pour le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, il s'est entretenu évidemment avec le chef du gouvernement vietnamien. Ils ont discuté de projets économiques. Le commerce bilatéral aujourd'hui s'est établi à 6 milliards de dollars. Ils veulent le porter à 15 milliards d'ici la fin de la décennie. Alors, ce qu'il faut retenir de ce voyage, c'est qu'il y avait deux sujets qui sortent du lot pour les Russes. Tout d'abord, les travailleurs vietnamiens, faciliter je dirais, les démarches pour que ces travailleurs vietnamiens puissent venir plus facilement en Russie. Et là, ça fait lien avec le contexte économique qu'on connaît bien, avec le manque de bras qu'il y a sur le marché russe pour beaucoup de postes en réalité. Et donc, ces travailleurs pourraient localement, éventuellement, être cette main-d'œuvre tant recherchée. Et le deuxième sujet, c'est la réactivation du projet de centrale nucléaire au Vietnam, un projet alors, qui a été signé en 2010 et où les travaux, je dirais, pas du chantier lui-même, mais en tout cas la mise en chantier a été suspendue en 2016. Et donc là, visiblement, suite à cette visite, il y a de bonnes chances que ce chantier sorte en fin de terre et que le projet reparte. Puis alors, dernière information, c'est la visite du Premier ministre britannique, Keir Starmer, à Kiev aujourd'hui, où il est arrivé pour s'entretenir avec M. Zelensky, la Grande-Bretagne, qui a une des soutiens les plus fervents de l'Ukraine hein, depuis le début de toute cette affaire. Il est venu pour signer un accord de coopération avec l'Ukraine de partenariat sur 100 ans, je crois, hein, c'est la période qui est évoquée, qui couvre des aspects économiques, puisque la Grande-Bretagne va décaisser l'équivalent de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine suite à la conclusion de cet accord, de l'accord de sécurité aussi, avec soutien militaire. Alors, juste à titre de comparaison, c'est intéressant de relever que M. Keir vient à Kiev 6 mois après sa prise de fonction. Enfin, que Boris Johnson était venu au bout de 2 mois, mais qu'ensuite il s'est rendu régulièrement à Kiev, y compris après avoir quitté le poste de Premier ministre. Hein. On l'a vu revenir à Kiev à quelques reprises. Et M. Sunak, donc le précédent Premier ministre britannique, lui, s'était rendu dans le mois qui a suivi sa prise de fonction à Kiev, là aussi, donc pour rendre visite à Volodymyr Zelensky. Voilà les trois principaux sujets que j'ai retenus pour ce premier briefing 2025. Nous, on a quelques questions, notamment sur la rencontre Trump-Poutine. Euh, Qu'est-ce qui semble acceptable en tant que lieu pour les Russes? Parce que la Suisse est moins neutre qu'elle ne l'était, visiblement. On ne parle pas de la Finlande, qui ne l'est plus du tout. Serbie à voir. Personne bien informé parlait de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui peut être, à tes yeux, plausible et acceptable par les Russes, justement? Je pense que le golf, effectivement, c'est une bonne piste. Hein. Le golf, c'est une bonne piste. Il y a des pourparlers, on sait, qui se tiennent discrètement dans le golf. On sait que le Qatar, par exemple, joue un rôle important pour les échanges d'enfants. Il y a des échanges d'enfants qui ont lieu à l'occasion, par l'entremise de l'ambassade du Qatar à Moscou. Pour les échanges de prisonniers, les puissances du Golfe, enfin, les pays du Golfe ont aussi pu jouer un rôle de facilitateur.
Et effectivement, c'est bien plus neutre que, bah oui, la Suisse, même la Finlande, maintenant, c'est fini. Serbie-Kazakhstan, bon, c'est quand même peut-être délicat. La Turquie, moi, je maintiens que j'ai du mal à y croire. Le rôle des Turcs peut encore, je dirais, être utile, notamment pour des accords techniques, tel celui sur l'accord sur les céréales, qui avait été facilité par la Turquie, qui était d'ailleurs un acteur technique de la mise en œuvre de cet accord. Euh, le Qatar, c'est intéressant aussi en tant que broker technique, parce que c'est notamment à travers le Qatar qu'il aurait pu y avoir un accord entre les Russes et les Ukrainiens cet été sur la sanctuarisation des infrastructures énergétiques. Il y avait un accord qui était élaboré péniblement pendant l'été dernier, qui devait être signé par l'entremise du Qatar au mois d'août et qui a complètement capoté suite à l'opération déclenchée par les Ukrainiens contre la région de Koursk, qui a complètement mis fin aux discussions. Et depuis, on voit, encore avant-hier, les reprises de frappes croisées sur les infrastructures énergétiques, donc de part et d'autre. Donc le Golfe, c'est une bonne piste, comme, à mon avis, comme lieu pour essayer pour abriter ces discussions. Autre question concernant justement le Vietnam. Alors, on se souvient que la main-d'œuvre immigrée vietnamienne était très importante à la fin de l'époque soviétique. À Moscou, notamment, il y avait des marchés vietnamiens. C'était une diaspora très importante qui semble avoir pratiquement disparu. Et du fait que le Vietnam est une économie qui se développe, qui a probablement besoin de main-d'œuvre, est-ce que l'export de main-d'œuvre ici te semble crédible? Bah, si jamais ça a lieu, ce sera à mon avis des contingents assez limités. On peut vraiment pas imaginer des charters avec de la main-d'œuvre qui arrive. J'ai quand même du mal à l'imaginer, mais les Russes en fait essayent de développer ces partenariats sur la facilitation du transfert de main-d'œuvre ou de la venue de main-d'œuvre immigrée. On voit aussi que des pays africains, par exemple, à la fin de l'année, ils ont conclu des choses assez similaires avec des pays comme le Zimbabwe, je crois, par exemple, où là aussi, mais ils essayent voilà, d'attirer de la main-d'œuvre pour combler pour répondre aux besoins du marché. Cela dit, le Vietnam, c'est évidemment un acteur, comme tu l'as dit, économique, historiquement, un partenaire évidemment important hein, de Moscou. Ils sont présents en Russie, on le sait par exemple, sur le domaine de l'industrie laitière. Hein, il y a des investissements vietnamiens dans le laitier depuis longtemps. Hein. Ils ont des intérêts aussi énergétiques. On a parlé de la centrale nucléaire au Vietnam, mais il y a aussi des énergéticiens russes, oil and gas, qui sont présents au Vietnam. Et puis pour les Russes, c'est important de montrer, au moins de montrer qu'ils ne sont pas bloqués dans un face-à-face avec les Chinois sur le flanc asiatique, qu'ils ont d'autres lignes qui peuvent solliciter. Donc on a beaucoup parlé de la Corée du Nord ces derniers mois. Avant, il y avait le Japon. Bon, pour l'instant, c'est gelé. Il y avait la Corée du Sud. Pour l'instant, c'est gelé. Mais il reste le Vietnam et on voit, et ça répond d'ailleurs à l'intérêt des Vietnamiens de diversifier leur politique étrangère. Ils sont un peu toute proportion gardée comme les Indiens dans le multi-alignement. Ils reparlent aux Américains, ils maintiennent des relations évidemment avec les Chinois, ils parlent aux Russes, ils parlent à beaucoup de monde dans une logique de diversification et de multiplication des partenariats étrangers. Donc, je pense que ça peut être du gagnant. Et ils sont, alors, un dernier point, il y a un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique qui a permis de doper les échanges économiques entre la Russie et le Vietnam. Là, aujourd'hui, donc, c'est 6 milliards. Ils visent plus de deux fois hein, 15 milliards pour 2030. Ça me paraît être un peu haut, mais il faut toujours mettre la barre haut si jamais on veut progresser. Et pour finir sur le Vietnam, une de nos auditrices fidèles nous demande, est-ce que la Russie soutiendra-t-elle la candidature de Hanoï auprès des BRICS? S'il y a candidature, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas où ils en sont au niveau de la candidature. Entre parenthèses, il y a un gros morceau qui est rentré dans les BRICS, c'est l'Indonésie, au 1er janvier dernier. Je ferme la parenthèse, mais ça, évidemment, ça pose la question délicate de la relation avec Pékin, parce que il n'est pas certain que les Chinois soient très, très partants. Ils vont voir ça un peu peut-être comme une dilution, proportion gardée, mais quand même de leur poids dans l'enceinte des BRICS où ils sont pas très nombreux, ils sont de plus en plus nombreux, mais ça reste quand même un petit groupe de pays. Et si on rentre comme membre de plein droit, évidemment que bon, ben, ça a tendance un peu à diluer la prise de décision. Donc ça peut se faire, mais à ce moment-là, il y aura peut-être des contreparties sur l'entrée d'un autre pays dans les BRICS pour que ça soit du donnant-donnant. Donc à surveiller.
Très bien, merci beaucoup de tous ces éclairages internationaux. Passons maintenant au local, euh, bien que le local soit immense. Voilà, et avec donc l'économie, la politique et d'autres sujets que tu voudrais bien aborder. À toi, Arnaud. Merci beaucoup, Président. Bonjour à tous. Quelques mots d'économie pour commencer avec une nouvelle importante. Deux trains de sanctions américains en l'espace d'une semaine. Le premier vendredi dernier qui portait essentiellement sur la fameuse flotte fantôme. Plus de près de 200 bâtiments ont été sanctionnés qui transportaient, selon les diverses estimations, environ 20% du flux d'exportation de brut russe par voie maritime, donc c'est significatif. En outre, deux compagnies pétrolières qui représentent 8 et 9% de la production chacune, Surgutneftegaz et Gazpromneft, ont également été placées sur liste SDN, donc très clairement une escalade dans les sanctions américaines qui visent spécifiquement le secteur pétrolier. C'est décidé par l'administration Biden à quelques jours de son départ. Je reviendrai sur les conséquences possibles, mais la deuxième annonce qui a un peu surpris a eu lieu hier. Alors il y a du classique, si j'ose dire, avec des entités, des personnes physiques et morales, mais ce qui a surpris, c'est le fait que les États-Unis incluent une deuxième fois certaines entités russes dans la liste des sanctions. Double sanction. Alors, certains observateurs ont d'abord été surpris et puis ils ont, je pense, trouvé la réponse. Quoi? Euh, la Maison-Blanche et le Trésor décident, par exemple, de sanctionner une deuxième fois Gazprom Bank. Eh bien, il s'agit, semble-t-il, donc le deuxième train de sanction l'est dans un cadre juridique différent du premier. Et l'objectif est, semble-t-il, de rendre plus difficile une levée des sanctions par le seul président américain. Euh, Sans entrer dans les détails, la loi qui a été convoquée, si j'ose dire, pour ce deuxième train de sanctions qui a eu lieu hier, prévoit des auditions au Congrès, enfin prévoit une procédure qui n'est pas discrétionnaire finalement, comme pouvaient l'être les premières. Donc voilà, il y a un double signal politique de l'administration Biden, faire ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent, c'est-à-dire frapper assez durement le secteur pétrolier, ce qui peut, et c'est déjà le cas, faire monter les prix du pétrole. Et deuxièmement, une volonté de compliquer la donne pour l'administration qui va prendre le pouvoir à Washington dans quelques jours. Quelles sont les conséquences visibles, possibles, à court et plus long terme? Alors, à court terme, il y a déjà des dizaines de tankers qui sont au large de la Chine et de l'Inde qui n'accostent pas et dont la cargaison n'est pas déchargée. C'est assez prévisible et assez attendu en réalité, les raffineries chinoises et indiennes étant très prudentes. Est-ce que ça va durer? C'est peu probable en réalité. Et que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que cette flotte va changer de nom, va probablement changer de pavillon. Peut-être que les cargaisons seront rachetées par des intermédiaires, d'ailleurs parfois russes, hein, donc on peut imaginer que le trader que sais-je, de Lukoil ou d'un autre nouvellement créé à Dubaï rachète ses cargaisons en roubles et les vende en dollars aux acheteurs traditionnels. Donc voilà, ça va évidemment se débloquer. Simplement, ça complique les choses évidemment pour les deux compagnies pétrolières concernées, Gazprom Neft et Surgutneftegaz. Ça renchérit voilà, la logistique. C'est un petit peu le but du jeu, de la manœuvre américaine. Mais imaginez que 20% des exportations de brut russe vont du jour au lendemain disparaître du marché, c'est tout simplement fantaisiste. Autre conséquence en politique étrangère, c'est les Balkans, la Serbie, puisque Gazprom Neft détient avec Gazprom une 56% environ de la compagnie
national serbe d'hydrocarbures depuis une quinzaine d'années. Bien, il va falloir trouver une solution. Moscou et Belgrade discutent. La Serbie, les Serbes sont malins, ont fait savoir qu'ils étaient prêts à racheter la part des compagnies russes, non pas à vil prix, mais à 500, 700 millions de dollars. En tout cas, ça pose un vrai problème pour la stratégie russe dans les Balkans parce que la Serbie en est évidemment le principal point d'appui et sans surprise, c'est dans ce secteur des hydrocarbures que la Russie était le plus présente. Donc, si la Russie devait provisoirement ou pas renoncer au contrôle de cette compagnie serbe d'hydrocarbures, ça aurait évidemment des conséquences majeures pour l'empreinte stratégique russe en Serbie et au-delà. Est-ce que tu penses que c'est un contrat de rachat qui va être taillé à coups de Serbe? Vraisemblablement. Euh, alors, où en étais-je? J'en étais aux conséquences, donc conséquences à court terme sur voilà, sur les cargaisons à décharger dans les Balkans. Après, la question, c'est les revenus, euh, les revenus pétrogaziers de la Russie, dont on sait qu'ils restent importants, même si je rappelle que dans le budget de 2025, ils ne représentent plus en théorie que 27%, ce qui est encore considérable, mais c'est deux fois moins qu'il y a 10 ou 15 ans. Alors, est-ce que ça va donc affecter cette trajectoire de recettes? En tout cas, pour l'instant, pour 2024, on a les chiffres et la cible a été pratiquement atteinte. La cible, c'était 11 309 milliards de roubles et le budget russe a recueilli 11 131 milliards d'euros. Donc il manque à peu près, enfin il manque 178 milliards de roubles, 1,5 milliard d'euros au cours actuel sur 105 milliards. Donc globalement, pour l'instant, la Russie continue à faire rentrer les pétrodollars ou les pétroroubles dans le budget. C'est un peu moins, je l'ai dit, donc, que la cible officielle. C'est 26% de plus qu'en 2023. C'est à peu près équivalent en roubles à l'année 2022. Mais enfin, entre-temps, il y a eu l'inflation et les roubles de 2022 ne sont pas tout à fait les mêmes que les roubles de 2024. Autre chiffre qu'il faut retenir de ce point de vue-là, c'est qu'en 2024, le cours moyen du brut Urals a été de 67 dollars le baril. Euh, euh, Toujours à propos du secteur énergétique, il y a une nouvelle significative à mains égards, c'est les licenciements massifs au sein du siège de Gazprom sur 4100 personnes qui sont au siège de Gazprom, 1600 devraient être licenciés. Alors ça traduit évidemment des difficultés financières, même si en réalité les vraies difficultés financières, elles sont déjà un peu passées, au sens où le déficit a été surtout en 2023. À l'époque, l'entreprise subissait déjà le choc de la fin des livraisons à l'Europe et elle subissait par ailleurs le choc fiscal imposé par le gouvernement. Je rappelle que Gazprom devait s'acquitter, en plus de l'imposition classique, de 50 milliards de roubles par mois. Aujourd'hui, les comptes de Gazprom sont à peu près à l'équilibre grâce à Gazprom Neft. Donc il va falloir voir si les difficultés de Gazprom Neft n'ont pas des conséquences sur l'équilibre global de Gazprom. Mais la direction de Gazprom, le gouvernement n'ont aussi pas d'amélioration spectaculaire des finances du groupe, malgré les tentatives visant d'abord à accroître les livraisons vers la Chine. On sait qu'en 2027, il y a un nouveau gazoduc de 10 milliards de mètres cubes qui vient de Sakhaline via Khabarovsk qui va entrer en service, malgré les tentatives qui visent à augmenter les volumes à destination de l'Asie centrale, qui est un nouveau marché pour Gazprom, Ouzbékistan et Kazakhstan. Tout ça, évidemment, ne compense pas la perte de 75 à 80% du marché ouest européen, où en outre les prix étaient assez différents de ceux de l'Asie centrale. Donc, décision a été prise. Des licenciements importants qui soulignent aussi une autre réalité. Gazprom, c'était la vache à lait
du gouvernement, du pays. C'était finalement l'endroit où on recasait des gens qu'il fallait recaser avec, il faut le dire, des emplois fictifs et avec des très gros salaires. Donc ça, le Signal, c'est plutôt ça en fait. Le Signal, c'est cette pratique-là, chez Gazprom, c'est terminé. Et si chez Gazprom, c'est terminé, ça veut dire que ça va être terminé à peu près partout ailleurs. Donc, en gros, il va falloir commencer à compter les sous et cesser un certain type de pratique. Je pense que c'est surtout ça le signal, plus que celui d'une faillite imminente du groupe qui, à mon avis, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je m'excuse de t'interrompre, mais du coup, est-ce que ça, c'est pas lourd un peu d'une, alors, comment dire, non pas d'une crise sociale, mais enfin, 1600 personnes, c'est beaucoup. Si ça a un effet tache d'encre sur les autres sociétés à peu près comparables, c'est quand même une tranche de population sur laquelle le pouvoir s'appuyait beaucoup et qui a forcément des relations. Parce que, est-ce que c'est pas un peu dangereux socialement, politiquement Ah, encore une fois, il faut. A priori, bah, peut-être qu'il y aura aussi du menu fretin, mais ce sont des gens qui gagnaient très bien leur vie. Alors, effectivement, euh, retrouver un tel niveau de salaire sera compliqué, surtout, encore une fois, qu'il y avait comme une grande spécificité dans la politique de recrutement de Gazprom. Manifestement, il y avait beaucoup de marge, il y avait beaucoup de gras. Et donc, je pense que dans une opération dégraissage du mammouth, est-ce que ça pose un problème? Oui, aux personnes concernées, peut-être à des degrés divers, encore une fois. Euh, mais là où effectivement, tu as vraiment raison, c'est que c'est un signal pour d'autres acteurs. Il y a d'autres vaches à lait, peut-être moins importantes, moins médiatiques, mais on peut penser que voilà, les dirigeants de ces entreprises maintenant vont dire, quand ils verront arriver des candidats un peu voilà, à recaser, ils vont dire non, parce que si Gazprom ne peut pas le faire, pourquoi moi je peux le faire? C'est comme retirer son appartement de fonction à Rachida Dati, d'une certaine manière. Sans commentaire. Alors, d'autres chiffres, l'inflation d'abord, dont on sait que c'est un sujet majeur et central même. On a les chiffres, là encore, définitifs pour l'année 2024, 9,52%. C'est plus évidemment que ce qui était prévu par la Banque centrale, 8,5. C'est plus qu'en 2023, 7,42. Et c'est même, et c'est à peine moins qu'en 2022. On avait fait 11,94%. Donc, cette question de l'inflation, elle n'est absolument pas réglée. Et elle est entretenue par évidemment la hausse des salaires, mais aussi l'indexation d'un certain nombre de tarifs, de, voilà, de transport, des chemins de fer, également d'autres services économiques. Donc, pour ramener l'inflation à 4, 5, 6, eh bien, ça voudrait dire que sur l'ensemble du reste de l'économie, eh bien, l'inflation devrait être de 3 à 4%. Ça paraît difficilement envisageable. Le plus probable, c'est qu'en 2025, l'inflation recule tout de même un petit peu, donc de 9,52 probablement à 7 à peu près, 6,5, 7, mais qu'elle reste sensiblement supérieure à la cible officielle de la Banque centrale, qui est, je le rappelle, de 4%. Autre tendance, alors pour le coup, ça a un lien avec la hausse des taux, évidemment. Et là, pour le coup, c'est un objectif revendiqué de la Banque centrale. C'est la baisse des crédits hypothécaires, hein, moins 39% en 2024. Donc, fin de la bulle immobilière. Euh, euh, Ceci dit, il y a encore beaucoup de Russes qui empruntent à des taux supérieurs à 25%. En moyenne, le taux d'emprunt, pardon, le volume de l'emprunt immobilier contracté par les Russes s'élève à 4,7 millions de roubles, c'est à peu près 45, un peu plus de 43, 44 000 euros. Donc voilà, une tendance à l'assèchement ou en tout cas à la contraction des prêts immobiliers en Russie. Deux dernières nouvelles aux confins de l'économie et de la politique. Vladimir Poutine a annoncé hier l'octroi d'une prime exceptionnelle de 80 000 roubles aux anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. 80 000 sans doute parce que approche le 80e anniversaire de la victoire. Donc 80 000 roubles, ça fait
750 €. Pour les anciens combattants, pour leurs veuves, pour les prisonniers mineurs des camps nazis. Pour information, il resterait environ 8000 anciens combattants euh, euh, vivant aujourd'hui en Russie. Enfin, la région d'Anapa, qui fait savoir que 40%, qu'il y a déjà 40% d'annulation des séjours touristiques pour l'été prochain en raison de la marée noire qui a frappé le littoral de la mer d'Azov et de la mer Noire. Je rappelle que 2 tankers avaient coulé la mi-décembre au large de Kertch et que la marée noire a pris une ampleur absolument dramatique, euh, atteignant les régions, enfin évidemment Krasnodar, de l'autre côté les nouvelles régions, entre guillemets, Zaporogié, la Crimée. Dans un premier temps, tentation du déni, quelque chose d'assez classique dans la gestion des crises en Russie. Un élan de mobilisation assez spectaculaire et pour le coup très encourageant de la société civile. On a vu des centaines de personnes, un peu comme on l'avait vu en Bretagne lors des tragédies de l'Erika ou de la Wankalis, eh bien voilà, prendre des pelles avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec aussi, il faut le dire, peu de moyens et peu d'organisation. Et vu l'ampleur qui n'était plus, je vais dire, occultable, eh bien, d'abord Vladimir Poutine a exprimé son mécontentement, a ordonné au ministère des situations d'urgence de prendre des choses en main, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'alors, et un état-major opérationnel s'est mis en place. Mais tout ça est à la fois tristement typique d'une façon de gérer les crises, et tout ça va avoir des conséquences évidemment écologiques majeures, mais des conséquences économiques également pour le secteur du tourisme, alors même qu'on le sait, les Russes vont moins à l'étranger. Donc, voilà, est-ce que ça va. Enfin, en tout cas, la saison prochaine, en Crimée et surtout dans la région de Krasnodar, euh, s'annonce sous les auspices beaucoup moins favorables que l'année dernière. Il va y avoir un problème. On va voir comment ce sera, comment le volet économique, en tout cas, sera géré. Oui, il semblerait que même la région d'Anapa aussi a vu des réservations coupées par je ne sais combien. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors, on nous pose la question, est-ce que ce traitement de la marée noire est perçu en Russie juste du point de vue écologique ou est-ce que ça pose d'autres questions, notamment sur la fameuse flotte fantôme et son utilisation? Est-ce que ça prend d'autres dimensions? Alors, pour le coup, c'était pas la flotte fantôme, c'est 2 bâtiments alors, très anciens, mais russes, enfin, soviétiques, je crois, de 76, enfin, très anciens pour des Oui. bateaux, hein. Et surtout qui n'était pas Euh, fait pour la mer, si j'ai bien Oui, et compris. surtout, bon, il y avait des conditions météo épouvantables. On sait que la mer d'Azov, la mer Noire, l'hiver, peuvent connaître des conditions météorologiques dantesques. C'était le cas. Ces 2 bateaux n'auraient pas dû être en mer. Donc il y a une faute des comment euh, euh, voilà. Après, la question qui émerge, c'est comment tout ça est géré. Ce que l'on voit aussi, c'est que ça concerne d'abord l'information est très contrôlée, évidemment, à la télévision ou ailleurs. Même si Poutine, je lui dis, a abordé le sujet, donc le sujet n'est plus tabou, mais ça inquiète naturellement les personnes qui sont concernées, c'est-à-dire les personnes qui habitent ou travaillent sur le littoral de ces mers d'Azov et de la mer Noire. Ça émeut moins, et c'est assez classique, un habitant de Vladivostok ou un Sibérien ou un habitant de Vologda. Et les Russes qui ne connaissent pas assez le répertoire de Michel Sardou n'ont jamais été confrontés à des corps morts pour des cormorans. Quelques nouvelles de politique intérieure et de la société russe. D'abord, un sondage réalisé par le centre Levada, c'est un sondage qui est effectué très régulièrement avec les mêmes questions sur le même sujet, en l'occurrence l'opération militaire spéciale, entre guillemets. Pas d'évolution majeure, on voit qu'il y a toujours une majorité favorable au lancement de discussions de paix, alors à des degrés divers, 24% fermement, 30% plus tôt, et en face de ces 54%, 37 se disent à l'inverse favorables à la poursuite des opérations militaires. Ce qui est intéressant, c'est que des 2 côtés, côté discussion et côté poursuite des opérations, il y a un noyau dur de 24% qui sont sur des positions fermes. Parmi les,
les annonces ou les nouvelles ou les sujets qui s'invitent dans l'actualité politique russe, il y a celui des jeux vidéo et des contrôles que le pouvoir entend exercer. Euh, le président de la Douma d'État en a parlé, M. Volodine. Il a dit que la Chambre basse du Parlement allait discuter, je cite, des contenus destructeurs. Alors, il ne s'agit pas à ce stade d'interdire les jeux vidéo, mais d'être plus regardant sur les contenus. Certains disent par ailleurs que certains jeux vidéo sont utilisés par les services ukrainiens en qualité de messagerie. En tout cas, c'est un sujet sensible parce que ça concerne beaucoup la jeunesse, ça concerne beaucoup de gens en réalité. C'est un sujet peut-être encore plus sensible que le ralentissement de YouTube qui est à l'œuvre depuis quelques semaines et qui d'ailleurs, je vais dire, est passé comme une lettre à la poste, non, mais maintenant c'est devenu un non-sujet. Un registre des étrangers en situation irrégulière va être prochainement créé. J'en avais parlé lors de précédentes éditions. Il entrera en vigueur le 5 février. L'idée, c'est d'agréger au sein d'un fichier unique toutes les informations sur les étrangers entrés en Russie, étant par partie, en vue évidemment de faciliter leur expulsion. On sait que les axes, c'est-à-dire les offices de l'état civil qui procèdent notamment au mariage, auront interdiction de marier les personnes figurant dans ces registres. On s'inscrit là encore dans ce tournant de la politique migratoire consécutif à l'attentat de mars dernier à la salle de concert Crocus. Enfin, un dernier mot du Parti communiste et de son vaillant leader, M. Zyuganov, qui devrait être reconduit à la tête du parti donc, lors du congrès du mois de juillet. Il a déjà 81 ans et selon toute évidence, il devrait conduire la campagne des législatives en 2027. Je conclurai en disant que chez les communistes russes, à l'évidence, le changement, ce n'est pas maintenant. Merci, ce bon mot. Alors, d'ailleurs, dans cette thématique, un de nos auditeurs les plus fidèles me disait alors, Président, on nous fait une Biden. C'est pas très gentil. Voilà. On va le couper tout de suite. Voilà, exactement. Bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors d'ailleurs, juste pour prolonger sur les étrangers et les lois un peu restrictives, pour les étrangers qui n'ont pas besoin de visa, donc un certain nombre de pays, notamment d'Amérique du Sud, ça se durcit également puisque c'est strictement maintenant 3 mois maximum, avec ensuite 3 mois en dehors du pays, donc enfin par semestre. Donc effectivement, je pense que c'est une politique assez concertée et tout à fait pensée. Voilà, merci à tous les deux de vos éclairages toujours brillants. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le 226e briefing, en espérant d'avoir de bonnes nouvelles. Et d'ici là, encore une fois, bonne année à toutes et à tous. Et retrouvons-nous bientôt. La CCI France-Russie se tient toujours à vos côtés. Tenez bon.